Salut à tous, on va parler des Knicks. On va se faire du mal, on va se faire du mal. Si vous avez comme moi une sympathie pour les Knicks et que vous avez une âme de basketologue, on va se faire du mal. Parce que cette équipe de New York, elle sort d'une saison absolument catastrophique, mais sans avoir réussi une intersaison particulièrement active, eh bien cette équipe des Knicks peut nous surprendre la saison prochaine. Et c'est ce que je vous propose de développer dans cette vidéo d'analyse, où on va non pas passer au crible vraiment dans le détail de l'intersaison des Knicks, mais où on va aborder cette intersaison, faire un petit peu le bilan de la saison passée, et explorer un petit peu les pistes pour ces Knicks version 2018. C'est parti. Alors évidemment, vous le savez, les Knicks sortent d'une saison absolument catastrophique. Ça n'est pas une surprise, mais cette saison 2016-2017, c'est la chronique d'un fiasco annoncé parce que, exactement ici, à la même place, en juillet 2016, je vous expliquais dans une vidéo d'analyse intersaison des Knicks, eh bien que cette équipe 2016-2017, elle était complètement bancale. Et que les arrivées de Rose et de Noah ne gommaient absolument pas les problématiques des Knicks, et que ça n'était plus les joueurs impactants que ça pouvait être dans le passé, et que les Knicks allaient aller droit dans le mur. Je fais un petit peu d'auto-promo, caché, maquillé, mais malheureusement tout ça était extrêmement prévisible. En 2017, les Knicks ont été la 18e attaque de la NBA, la 25e défense. On a passé toute la saison 2016-2017 à parler de l'attaque des Knicks, pas triangle, carré, rectangle, isocèle, bref, j'en passe. Alors que la principale problématique des Knicks, c'était la défense. Ils étaient nullissimes en défense et c'est ça qui les a tués. Donc, on était complètement focalisé déjà sur les mauvaises choses dans le diagnostic des Knicks version 2017. Ils avaient un net rating, donc un différentiel qualité d'attaque, qualité de défense à -4. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces données sont pratiquement inversées par rapport aux données de 2016, mais d'une manière générale, leur net rating, leur différentiel 2017 a été plus mauvais que celui de 2016. Donc tout ça, pour être moins bon. Voilà finalement ce qu'il faut en retenir. Et le bilan 2017 a été dégradé d'une victoire par rapport au bilan 2016. Donc toute cette mascarade, tout ce flanc pour faire moins bien en 2017 qu'en 2016, un gâchis absolument monumental. Et 2017 aura été la saison de toutes les aberrations. Et c'est ça qui est fascinant avec cette équipe des Knicks, c'est que les aberrations se sont enchaînées et évidemment, ça n'aide pas une équipe à aller dans la bonne direction. Première aberration, les Knicks étaient la plus mauvaise équipe de la NBA au rebond défensif, mais la 5e meilleure au rebond offensif. Mais vous allez me dire, mais comment on peut être nul au rebond def et aussi fort au rebond offensif ? C'est juste pas cohérent. Normalement, on est plus ou moins à des niveaux équivalents, que ce soit au rebond offensif et au rebond défensif. Eh bien, malheureusement, c'est un petit peu à cause de Porzingis. Pourtant, je l'aime bien. Mais il est classé parmi les intérieurs en intégrant pivot, ailier fort. Il n'est classé que 83e de la NBA au rebond défensif, malgré ses 2,20 m. Et oui, Porzingis, il manque de capacité physique, en tout cas au niveau de sa musculature. Il manque de kilos, et dans la lutte au rebond, même face à des adversaires directs beaucoup plus petits, mais plus lourds, plus musculeux, eh bien, il a du mal à mettre des écrans retard. Il est complètement dégagé de la raquette, et il ne contribue pas au succès des Knicks au rebond défensif. Et d'une manière générale, au-delà des intérieurs, eh bien, on avait une équipe des Knicks qui était tellement peu rigoureuse en défense qu'il n'y avait pas d'écran retard. Carmelo Anthony ne faisait pas d'écran retard, Derrick Rose ne faisait pas d'écran retard, donc forcément ça bloque pas au rebond, donc les adversaires directs arrachent des rebonds offensifs, et plus généralement, Rose et Courtney Lee, qui avaient beaucoup de temps de jeu, sont
même si ça n'est que des extérieurs, mais sont pour des extérieurs des mauvais rebondeurs défensifs. Donc une équipe qui n'attaquait pas le rebond défensif, et ça c'est problématique parce que ça a laissé des paniers en deuxième intention aux adversaires directs. Deuxième aberration, c'était la deuxième équipe de la NBA qui la saison passée faisait le plus circuler la balle, qui générait le plus de touches différentes. Mais c'était seulement la 22e équipe de la NBA au pourcentage de passes décisives générées. Donc, le ballon circule, mais on n'arrive pas à créer de passes décisives. Qu'est-ce que c'est que ce collectif ? Eh bien oui, le ballon, il avait beau circuler 4, 5, 6 fois par possession, ça finissait dans les mains d'un Carmelo Anthony ou dans les mains d'un Derrick Rose, et il terminait la possession sur une isolation. Les Knicks avaient la saison passée la 4e fréquence d'utilisation de la NBA de l'isolation, avec un niveau d'efficacité qui était à 62 en indice 100. Donc pas trop mal, mais très clairement les isolations ne sont pas des possessions très très rémunératrices en efficacité, et on a surabusé des isolations la saison passée. Et puis l'autre grosse problématique de ces Knicks 2017, c'est qu'il n'y avait pas de playmaker dans l'équipe. Carmelo Anthony n'en est pas un, Derrick Rose n'en est pas un, Courtney Lee n'en est pas un, Porzingis n'en est pas un. Il y a un petit peu de Joakim Noah, mais au final, il n'a été sur le terrain que 25% du temps sur toute la saison. Donc, eh bien, on n'avait que des finisseurs, que des joueurs pour marquer les paniers, mais pas de créateurs pour leur donner la balle au bon moment, pour être en capacité d'aller mettre ces paniers dans un collectif. Derrick Rose avait un différentiel passe décisive ballon perdu inférieur à 2. Je vous rappelle qu'à 2, vous êtes dans la moyenne NBA, à 3 c'est bien, à 4 c'est très très bien. Eh bien, il avait une rigueur, si vous voulez, avec la balle inférieure à la moyenne NBA. Problématique quand vous êtes le meneur, entre guillemets, le chef d'orchestre de l'attaque d'une équipe. Et Derrick Rose, la saison passée, était le seul meneur titulaire de la NBA à moins de 22% de passes décisives générées. Le seul avec Patrick Beverley, sauf que Patrick Beverley, il avait à côté de lui un certain James Harden qui avait tout le temps le ballon en main et qui lui distribuait le jeu, qui lui était le chef d'orchestre de l'attaque. Ce qui n'était pas du tout le cas de Derrick Rose. Donc on a un Derrick Rose qui ne générait absolument pas de passes décisives dans le dispositif d'attaque des Knicks. Et ça c'est vraiment problématique parce que c'est censé être la mission d'un meneur de jeu. Troisième aberration. Rose est arrivé l'été dernier avec pour mission de renforcer les Knicks, on est d'accord. Eh bien, il a fait tout le contraire, il a tué les Knicks la saison passée. Regardez sur 2015-2016, quand Carmelo Anthony et Porzingis étaient ensemble sur le terrain, les Knicks avaient un niveau d'attaque à 105, un niveau de défense à 104. En gros, pour 100 possessions jouées, ils mettaient 105 points, ils en encaissaient 104. Un net rating positif de 1 unité. Donc globalement, les Knicks, avec ce duo-là en 2015-2016, eh bien, ils faisaient un petit peu mieux que la moyenne. En 2016-2017, vous rajoutez Derrick Rose à ce duo de Anthony Porzingis, et les Knicks, eh bien, voient certes leur attaque un petit peu progresser, passé à 107, mais la défense a complètement dégringolé, atteignant 112 points encaissés pour 100 possessions, et vous avez un net rating qui tombe à moins 4,3. Bref, Derrick Rose a rendu les Knicks plus faibles qu'ils ne l'étaient avant son arrivée, et ça c'est une vraie problématique. Autre aberration. Rose et Carmelo Anthony ont été la saison passée des tueurs de collectif. Quand on regarde leur répartition de tirs tentés, vous avez ici à gauche Carmelo Anthony et vous remarquez que pratiquement 50% des tirs tentés par Carmelo Anthony ont été des tirs tentés en pull-up.
c'est-à-dire des tirs tentés en sortie de dribble. Je suis en train de dribbler, je m'arrête et je déclenche à mi-distance. Et sur ces 50% de tirs tentés en moyenne, il n'a été qu'à 41% de réussite au tir, 44% au tir réel. C'est un pourcentage absolument catastrophique. Et de l'autre côté, Derrick Rose a fait à peu près un tiers de pull-up avec un pourcentage de 42%, 43% au tir réel. Idem, c'est très 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 moyen. Là où Rose a été vraiment intéressant, c'est que pratiquement 60% de ses tirs ont été tentés à moins de 3 mètres du cercle. Donc ça, c'est très très bien. Il a attaqué le cercle avec un pourcentage de réussite correct sans être excellent. Mais là où indirectement il a tué le collectif, c'est qu'il n'existait pas dans les catch and shoot. C'est-à-dire que quand le ballon revenait sur lui, qu'il était tout seul dans un 2 points long ou un tir à 3 points, eh bien il ne tentait pas le tir. Pourquoi ? Parce que sur les catch and shoot, il est à 23% de réussite. C'est un joueur qui n'existait pas au-delà de la ligne à 3 points. Et évidemment, eh bien, c'est extrêmement facile de défendre sur quelqu'un dont vous savez qu'il ne va pas tenter le tir à 3 points. Et indirectement, ça tue le collectif parce que le ballon revient sur lui, il ne prend pas le tir, résultat, il casse la circulation de la balle ou il casse les renversements défensifs et ça enraye la machine d'attaque des Knicks. Et puis, des tueurs de collectif, parce que à eux deux, la saison passée, ils ont marqué en combiné 1062 tirs, grosse production offensive, mais sur ces 1062 tirs marqués, seulement 362 ont généré une passe décisive. Ça fait un taux de passe décisive de 34%. Je vous rappelle que la moyenne NBA, c'est 60%. Donc, Rose et Carmelo Anthony ont tué le collectif en multipliant les isolations et en ne permettant pas au ballon de vivre et en étant servis dans des situations où ils génèrent une passe décisive et où ils ont des paniers clés en main. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une véritable catastrophe parce que, une nouvelle fois, c'est extrêmement facile à défendre. Vous savez que quand Carmelo Anthony il va avoir la balle en main, il va faire une isolation. Donc vous commencez à envoyer 2-3 défenseurs vers lui et vous neutralisez l'attaque des Knicks. Même constat pour Derrick Rose. Nouvelle aberration. Rose et Carmelo Anthony sont deux des pires défenseurs de la NBA et malheureusement ils ont joué beaucoup et ils ont beaucoup joué ensemble et ça a évidemment tué les Knicks dans le compartiment défensif qui a été la plus grosse faiblesse de New York la saison passée. Quand Carmelo Anthony et Derrick Rose étaient ensemble la saison passée sur le terrain, les Knicks encaissaient en moyenne 111,4 points pour 100 possessions. Quand Rose et Carmelo Anthony ne jouaient pas, donc étaient sur le banc du côté des Knicks la saison passée, la défense encaissait 106 points en moyenne pour 100 possessions. Vous avez donc Rose et Melo, 111 points encaissés, 30e défense NBA, la plus mauvaise défense de la ligue quand ces deux-là étaient sur le terrain. Et quand ces deux-là étaient sur le banc, ne jouaient pas, eh bien les 106 points encaissés plaçaient les Knicks à la 13e défense de la NBA. Pas besoin d'aller plus loin. Quand vous voyez cette stat, vous comprenez à quel point Rose et Melo ont été absolument toxiques pour la défense des Knicks parce que ils ne font pas l'effort, ils replient en trottinant, ils ne luttent pas dans les écrans, ils sont pas rigoureux sur les close-outs, c'est la catastrophe, ça saute dans les feintes. Bref, il y a 1 million de raisons. J'ai pas envie de me rendre malade à vous montrer les extraits. Vous comprenez que c'était une catastrophe quand ces deux-là étaient ensemble défensivement sur le terrain. Nouvelle aberration. L'effectif des Knicks la saison passée a été structurellement déséquilibré. Et oui, quand on regarde les 5 rotations, les 5 line-ups, les 5 utilisés le plus par New York la saison passée, on remarque que le seul qui a un net rating positif, c'est le 5 où eh bien, on n'a pas utilisé de pivot classique, où Porzingis a été utilisé en 5 et où Carmelo Anthony a été utilisé en 4, en ailier fort. Donc quand les Knicks la saison passée ont joué small ball,
eh bien ils s'en sont plutôt pas mal sortis. Sauf que, la saison passée, 4 des 3 joueurs des Knicks avec le plus haut PER, donc la plus haute productivité quand ils étaient sur le terrain, 3 de ces 4 meilleurs Knicks étaient des intérieurs. Kyle O'Quinn, Hernan Gomez, Porzingis. Et quand on regarde les 4 joueurs des Knicks la saison passée qui ont eu un box plus-minus positif, je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente sur les stats ce que c'était, eh bien les 4 seuls joueurs des Knicks avec un BPM positif sont 4 intérieurs, O'Quinn, Noah, Porzingis, Hernan Gomez. Donc on est bien embêté du côté des Knicks. On a des joueurs d'impact, mais c'est que des intérieurs. Et forcément on ne peut pas faire jouer ces 4 joueurs ensemble. Donc on est obligé entre guillemets d'en sacrifier en leur supprimant du temps de jeu. Et il y a un problème, c'est qu'on se rend compte que ce qui marchait bien c'était le small ball, mais on a des très bons intérieurs. Donc, incohérence. Et c'est là où, effectivement, on est encore dans une aberration. Et puis, énième aberration, et ça je vous en avais parlé dans ma vidéo d'analyse intersaison 2016, c'était l'une de mes craintes, c'est qu'avec l'arrivée de Derrick Rose, eh bien, Porzingis soit barré dans sa progression parce qu'il allait avoir moins de ballons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour ça qu'à la fin de saison, Porzingis a pété un câble. Parce qu'il s'est dit, je suis en train de gâcher mon potentiel et les Knicks sont en train de tuer ma carrière, en tout cas mon début de carrière. Et oui, regardez, la saison passée par rapport à sa saison de rookie, le PER de Porzingis a été un petit peu moins bon, on va dire qu'il a stagné. Il a certes augmenté un petit peu son pourcentage au tir réel, mais d'une manière générale, son impact, vous voyez, a stagné. Alors qu'on pourrait attendre d'un rookie que d'année en année, il y ait une montée en régime. Eh bien, ça n'a pas été le cas parce que regardez, le taux d'usage de Porzingis a un tout petit peu diminué. Donc, c'est-à-dire le nombre de tickets tir qu'il a pu avoir en attaque, le nombre d'opportunités qu'il a pu avoir de jouer, entre guillemets, pour lui, ou en tout cas d'avoir des munitions pour exister dans le collectif des Knicks, eh bien, ce taux d'usage-là, il a stagné. Alors, à 24, il est déjà assez élevé. Mais un joueur comme Porzingis, qui est promis à un avenir de franchise player, qui est un rookie en plein développement, il doit avoir 30% de taux d'usage. Il doit être abreuvé de ballons, d'autant plus que c'est a priori plutôt un joueur d'attaque, même si c'est un bon contreur d'une manière globale, sa défense est encore un petit peu trop approximative, parce qu'il manque de muscles. Il manque de muscles et quand vous avez en face des intérieurs extrêmement toniques et plus lourds et musclés que lui, eh bien il se fait bouger, tout simplement. Donc, aberration, on a enrayé la progression de Porzingis en accueillant des Derrick Rose qui n'ont absolument rien fait pour contribuer au succès des Knicks. Et puis, encore une aberration, la saison passée, les Knicks ont été faibles en attaque, dans les compartiments qui sont normalement les plus rémunérateurs en termes d'adresse. Je m'explique. Pour les tirs tentés à moins de 2,5 m du panier, donc les tirs tout près du cercle, des tirs où normalement on est à 60% de réussite, eh bien les Knicks ont eu la 29e adresse de la NBA, donc dès qu'on se rapprochait du cercle, eh bien on envoyait brique sur brique côté Knicks, et à contrario, dans les tirs à 3 points above the break, donc ce sont les 3 points ici, là, le long de l'arc de cercle, pareil, le tir à 3 points est censé être une locomotive de l'attaque, amener de l'efficacité offensive. Les Knicks n'ont eu que le 26e pourcentage NBA pour ces tirs tentés à 3 points above the break. Donc dans les deux compartiments de l'attaque qui sont les plus rémunérateurs en efficacité, tout près du cercle, au-delà de la ligne à 3 points, les Knicks ont été nuls ici. Et ça c'est un vrai problème parce que c'est pas en tirant à mi-distance que vous allez chercher de l'efficacité offensive, et c'est pourtant ce que les Knicks ont fait. Ils ont été la saison passée la première équipe de la NBA dans l'utilisation du tir à mi-distance. Ils n'ont pas été mauvais dans ces tirs à mi-distance, sauf que quand vous n'êtes pas mauvais dans le tir à mi-distance en NBA, vous êtes à 45% de réussite. 45% au tir réel. Quand vous pouvez être à 60% au tir réel, voire 65% au tir réel au-delà de la ligne à 3 points. Et là, vous comprenez le décalage et vous comprenez d'où vient la faillite d'attaque des Knicks. Bref, 2016-2017, la saison de tous les cauchemars. Une saison absolument catastrophique, mais
parce qu'il y a toujours un mais dans mes vidéos. Mais, la saison 2017-2018 pourrait très très bien être intéressante et plus intéressante pour les Knicks que vous ne l'imaginez, à commencer par l'arrivée de Ntilikina. Avec Ntilikina, les Knicks disposent prioritairement d'un excellent défenseur, capable d'assurer une pression sur la montée de balle adverse, avec une excellente mobilité latérale pour toujours rester en face de l'attaquant, une très belle activité au niveau des mains pour essayer d'intercepter, pour gêner et pour harceler la montée de balle, une belle capacité à contourner les écrans, à lutter dans les écrans et à bien se replacer après l'écran pour toujours être rigoureux et efficacement positionné dans son placement défensif, beaucoup d'activité, beaucoup de combativité dans les écrans, avec ici un contournement, il est un petit peu en retard mais il se repositionne bien, il sort très très haut, pas peur d'être débordé en vitesse, le close-out est rapide après un up and under sur le pick and roll, et avec ses bras très très longs, eh bien, il parvient à revenir et à contester. Cette capacité à mettre une pression comme ça sur la montée de balle, ça va être une arme absolument redoutable pour les Knicks. Bien entendu, les adversaires directs vont être d'un calibre bien supérieur à celui des adversaires directs dans ces vidéos que Ntilikina a pu rencontrer au préalable, mais avec sa vitesse, avec sa taille et avec ses bras très 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 longs, eh bien il va pouvoir harceler comme ça les montées de balle adverses, et ça c'est vraiment précieux pour les Knicks. Une très belle rigueur défensive. Regardez ici, il est en retard sur le close-out, il vient très très bien fermer, il ne saute pas sur la feinte, il ne se met pas hors de position et il continue à être rigoureux dans sa défense et à très très bien contester les tirs, une belle combativité et surtout un très très bon QI défensif pour bien comprendre comment se positionner et comment ne pas se mettre hors de position en prenant trop de risques. Toujours effectivement une belle contestation avec sa taille et ses bras très très longs, et puis évidemment de l'implication et de l'envie dans la défense. Et imaginez quand il va se passer ça dans le Madison Square Garden, imaginez comment le Garden va exploser et comment Ntilikina va immédiatement devenir le chouchou des fans. Et puis on en parlait, avec sa taille énorme, eh bien il peut changer en défense sans être vraiment pénalisé, sans être mis hors de position. C'est le cas ici face à un joueur beaucoup plus grand, eh bien il parvient à résister, il parvient à contester le tir et à arracher une très très bonne défense. C'est tout l'avantage des meneurs ou des arrières de grande taille pour leur position, eh bien c'est que défensivement ils peuvent changer avec un ailier et éventuellement avec un intérieur, comme c'est le cas ici, et rester parfaitement solide en défense, et pourquoi pas intercepter avec beaucoup d'agressivité et beaucoup d'activité avec les mains. Et cette capacité à pouvoir changer entre guillemets à volonté en défense, comme c'est encore le cas ici, après une séquence de pick and roll, il est face à un adversaire plus grand, eh bien il résiste, il conteste et il force encore un stop défensif. Ça va être absolument génial défensivement pour les Knicks, et puis ajouter à ça une capacité correcte à sanctionner à mi-distance et à 3 points sur des réceptions tirs, avec une mécanique relativement fluide. Il y a encore un petit peu de travail, mais il y a déjà pour un joueur de 19 ans une belle adresse dans les tirs extérieurs. Cette capacité à pouvoir sanctionner sur des renversements comme ici, eh bien ça va apporter évidemment de l'arsenal offensif et de l'adresse à cette équipe des Knicks qui en a cruellement besoin au-delà de la ligne à 3 points. Avec également une capacité à se créer son propre tir sur des séquences en pull-up, en sortie de dribble, après pourquoi pas un écran haut. Ça aussi, ça peut être vraiment intéressant du côté des Knicks.
et puis bien entendu des capacités de playmaking qui ont cruellement manqué à cette équipe de New York. Ntilikina est vraiment catalogué comme un pass first, un joueur qui veut d'abord servir les coéquipiers avec et bien évidemment de la fixation, et puis on va ressortir sur des tireurs, ça va faire beaucoup de bien à New York. Donc le jeune Ntilikina eh bien, peut s'avérer une très très bonne surprise pour les Knicks. Il vient apporter du renfort dans plein de compartiments où les Knicks étaient extrêmement faibles la saison passée. Alors bien entendu, il a un gabarit encore un petit peu frêle pour la NBA. Il va manquer de muscles, il va manquer de kilos, et ça peut le pénaliser dans des rapports de force face à des Westbrook, face à des Damian Lillard, face à des meneurs comme ça extrêmement musculeux et extrêmement explosifs, mais c'est typiquement le joueur dont avaient besoin les Knicks, un défenseur qui peut créer en attaque, qui peut aller servir les Porzingis, les Tim Hardaway Jr., les coéquipiers qui pourront scorer, et qui accessoirement peut aussi contribuer au sacerdoce de l'attaque en attaquant le cercle, en finissant fort en dessous grâce à sa grande taille et en sanctionnant à 3 points sur des renversements ou sur des tirs en sortie d'écran. Alors évidemment, Ntilikina, ça n'est qu'un rookie, il va pas avoir l'impact d'un joueur majeur de la NBA qui va complètement redimensionner les Knicks, on est complètement d'accord là-dessus, mais dans ce qu'il fait bien, il est vraiment extrêmement intéressant pour cette équipe des Knicks. Et je suis beaucoup moins inquiet de la transition d'un Ntilikina vers la NBA que de la transition par exemple d'un Markelle Fultz vers la NBA. Pourquoi je vous dis ça ? Même si les deux joueurs n'ont peut-être pas le même niveau, peut-être pas le même potentiel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Ntilikina, il a déjà joué à un niveau professionnel en France. Vous allez me dire, oh mais la France, attends, le championnat de France, c'est un championnat extrêmement faible. Oui, sauf que quelle est la principale problématique de la transition des joueurs universitaires ou des jeunes joueurs vers la NBA ? C'est le rythme des matchs. Il y a beaucoup plus de matchs, c'est beaucoup plus fatigant, c'est pas faux. Les matchs sont plus longs, etc. C'est pas faux. Mais la principale problématique pour ces joueurs-là, c'est qu'en université, ils jouent contre des gamins de 18, 19, 20 ans. Et, arrivés en NBA, ils jouent contre des papas de 30 ans. Et regardez une photo de LeBron James à 18 ans, regardez une photo de LeBron James maintenant, vous comprendrez la différence de gabarit, et c'est finalement confronté à des joueurs qui physiquement sont beaucoup plus imposants que les joueurs universitaires qui pouvaient dominer face à des joueurs du même âge qu'eux, du même gabarit qu'eux. Et bien c'est dans cette confrontation physique-là que ces joueurs universitaires peuvent être parfois un petit peu mis en difficulté. Et bien avec Ntilikina, c'est un petit peu moins vrai, parce que même si le championnat de France est très très faible, il jouait entre guillemets face à des adultes, face à des papas. Et il est donc habitué à avoir dans ses rapports de force, dans ses oppositions, d'avoir des bûcherons en face, d'avoir des joueurs qui sont plus âgés, plus physiques, plus développés au niveau musculaire. Et je suis beaucoup moins inquiet de sa transition. Ça peut très très bien se passer, comme ça s'était très très bien passé avec Tony Parker, à qui on reprochait un petit peu ce qu'on reproche à Ntilikina, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait prêt au niveau de sa masse physique, au niveau de sa musculature, et ça n'a pas empêché Tony Parker de très très bien s'en sortir parce qu'il a exploité d'autres forces, un excellent QI basket, une très bonne lecture du jeu, etc. Et Ntilikina peut complètement emprunter cette voie-là. Donc sa transition pour moi vers la NBA, elle n'est pas du tout inquiétante. Il va faire des choses que les coachs adorent, super bien défendre, créé pour les coéquipiers, et il va devenir le chouchou du Garden. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Donc Ntilikina, a priori, s'il arrive à rester en bonne forme, en bonne santé, éviter les blessures, parce que ça évidemment c'est toujours un facteur sur lequel malheureusement on ne peut pas faire grand chose, s'il arrive à éviter les blessures, il peut être vraiment très très intéressant pour cette équipe des Knicks. Et comme du côté du Garden, on va voir quelqu'un défendre comme un mort de faim en pression tout terrain, lutter dans les écrans et faire des caviars en attaque à des Porzingis, à des Tim Hardaway Jr., eh bien croyez-moi que ça va faire bizarre, parce que ça aura fait bien longtemps qu'on n'aura pas vu ça au Garden, et ça va faire du bien. Ça va faire extraordinairement du bien à cette équipe des Knicks.
au-delà de l'arrivée de Ntilikina, il y a eu aussi, bien entendu, l'arrivée de Tim Hardaway Jr. Alors, il a été acquis pour un montant très 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 élevé. Il a été payé très très cher par les Knicks, incontestablement peut-être trop cher. On va pas juger la transaction en elle-même, on va juger sportivement ce que le joueur peut apporter, et il peut apporter des choses intéressantes, notamment en attaque. Ça n'est pas spécialement un bon défenseur, ce qui peut être une problématique parce que les Knicks ont besoin de défense, mais il peut apporter des choses intéressantes en attaque, notamment grâce à un 55% de tir au tir réel sur les catch and shoot. Donc c'est un joueur qui, dans des renversements sur des réceptions tir à 3 points, peut sanctionner et peut porter l'attaque des Knicks qui a cruellement besoin par exemple de tir à 3 points. Et puis regardez, pour les tirs tentés à moins de 3 mètres du cercle, et il en a fait énormément la saison passée, c'est un joueur qui a été agressif, qui a été attaquer le cercle, plus d'un tiers de ses tirs ont été tentés dans des drives vers le cercle, et bien il est à 60% de réussite. Donc c'est un excellent finisseur près du cercle. Bon à 3 points, bon finisseur près du cercle, et attends, c'est pas les deux problématiques d'attaque des Knicks la saison passée? Donc ça peut vraiment être une très très bonne pioche pour les Knicks. Et effectivement, s'il a des ballons, s'il est responsabilisé, s'il arrive à exister dans le dispositif des Knicks, notamment bien servi par des Ntilikina, eh bien, il peut devenir effectivement un joueur à 18, 19 et pourquoi pas 20 points par match. Donc ça peut être une bonne pioche. Et puis ce qui peut être aussi très 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 intéressant pour les Knicks, c'est que quand ces trois-là par exemple seront ensemble sur le terrain, eh bien défensivement on va pouvoir changer sur tous les écrans. Parce que Ntilikina pourra défendre sur le joueur de Courtney Lee, qui pourra défendre sur le joueur de Tim Hardaway Jr., etc., etc. Et vous avez quelque chose qui défensivement peut paraître cohérent. Même si Tim Hardaway Jr. n'est pas un excellent défenseur, ça n'est pas non plus un mauvais bourg. Donc on ne va pas considérer qu'il va pénaliser vraiment la défense des Knicks comme pouvait le faire un Derrick Rose ou comme peut le faire un Carmelo Anthony. Donc cette possibilité de changer sur tous les écrans défensivement, c'est vraiment intéressant et vous avez finalement 3 joueurs qui peuvent défendre sur 3 positions. Ça c'est top. Ajoutez à ça, eh bien pourquoi pas un front court avec Anthony et Porzingis, et vous avez un 5 small ball qui peut vraiment être intéressant la saison prochaine. Ou dans une autre déclinaison, vous rajoutez ce 5-là, et vous pouvez avoir quelque chose effectivement de tout à fait intéressant. Anthony restera toujours entre guillemets le tueur de collectif avec sa mauvaise défense, mais c'est une configuration qui me semble beaucoup plus intéressante que la configuration de l'année dernière. Et là où la suspension de Noah peut être une très très bonne nouvelle, comme quoi il y a du bon même dans le moins bon, eh bien c'est que la suspension de Noah, elle va être bénéfique pour les Knicks. Parce que moins de Noah va vouloir dire plus de Kyle O'Quinn, plus de Willy Hernangomez, et je vous ai présenté les stats avancées tout à l'heure, et ces deux joueurs-là avaient des stats avancées d'impact vraiment très 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 intéressantes, et ça veut dire également plus de Carmelo Anthony et de Porzingis en ailier fort pivot. Et la saison passée, c'est une configuration de jeu small ball dans laquelle les Knicks se sont pas trop mal débrouillés. Ils n'ont pas été bons en défense, pas été bons en rebond quand ils jouaient small ball, mais ils ont compensé avec des bonnes qualités d'attaque, et un Carmelo Anthony qui doit défendre sur un ailier fort adverse, eh bien, il est beaucoup moins mis en difficulté qu'un Carmelo Anthony qui doit défendre sur un ailier, sur un Paul George, qui court beaucoup, qui est actif sur des sorties d'écran. Bref, c'est un cauchemar pour un Carmelo Anthony, c'est moins vrai dès lors qu'il joue 4. Donc ça peut être, la suspension de Noah, une très très bonne nouvelle pour cette équipe des Knicks. Donc mon bilan pour cette intersaison 2017 de cette équipe des New York Knicks. Si Ntilikina a un niveau de contribution correct durant sa saison de rookie, et j'ai pris en référent Elfrid Payton du Orlando Magic. Ntilikina a beaucoup été comparé à Dante Exum, mais Dante Exum a énormément galéré en NBA dans sa saison de rookie. Elfrid Payton
a un profil que je trouve un petit peu similaire à celui de Nilikina. Nilikina est peut-être un meilleur tireur extérieur, mais du coup j'ai pris en référence Payton, et après j'ai pondéré par rapport aux forces et aux faiblesses de chacun pour obtenir une valeur référence. Si Nilikina arrive la saison prochaine avec un niveau d'efficacité pour les Knicks qui correspondait au niveau d'efficacité de Payton pour le Magic, eh bien, on a une équipe des Knicks qui va avoir un niveau offensif aux alentours de 106,5 et un niveau défensif aux alentours de 107, en tenant compte de toutes les arrivées, de tous les départs. Du coup, avec un net rating à moins 0,5, on est d'accord, eh bien les Knicks vont avoir le 17e, 18e bilan de la NBA. Donc ils vont faire mieux que la saison passée. Et en étant 17e, 18e au Global NBA, eh bien vous pouvez être entre la 16e et la 9e place dans la conférence Est. Ça veut donc dire que les Knicks peuvent être en capacité la saison prochaine de jouer les playoffs. Aux places les plus ingrates, mais les Knicks peuvent être en capacité, je le répète, la saison prochaine de jouer les playoffs, et ce serait finalement une belle progression par rapport à la saison passée, une saison vraiment chaotique et cauchemardesque à bien des écarts. Alors reste évidemment le cas Carmelo Anthony. Est-ce qu'il va être échangé? Est-ce qu'il ne va pas être échangé? Mon intuition, c'est que s'il avait dû être échangé, il aurait déjà été échangé. Il a une clause de non-transfert. Donc évidemment, il est maître de son destin. Et son destin, il veut le maîtriser, ça n'est qu'une seule destination, c'est les Rockets. Sauf que pour que les Rockets accueillent Carmelo Anthony, il faut qu'ils se débarrassent de Ryan Anderson et ses 20 millions de dollars la saison. Sauf que les 20 millions de dollars de Ryan Anderson, personne n'en veut, à juste titre, parce que c'est un contrat super toxique. Et donc ça bloque à ce niveau-là, parce que personne ne veut accueillir dans un deal bilatéral Knicks-Rockets ou dans un deal à 3, personne ne veut récupérer indirectement ou directement le contrat de Ryan Anderson, et ça bloque complètement. Et les Knicks, en toute logique, maintenant que Phil Jackson est parti, qu'il n'y a plus cette rivalité et ce duo qui n'arrêtait pas de se friter dans l'organisation des Knicks, maintenant que Phil Jackson est parti, les Knicks sont en train de se dire, rien ne presse, on n'est pas obligé d'échanger absolument à l'intersaison Carmelo Anthony. On n'a pas reçu d'offres qu'on considérait comme vraiment intéressantes en contrepartie de notre ailier. Donc on va le garder. On va le garder, et puis on va être à l'affût durant toute cette saison, jusqu'à la trade deadline, de l'opportunité de trouver un bon trade pour les Knicks. Et un bon trade pour les Knicks, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire récupérer éventuellement des tours de draft, éventuellement, pourquoi pas, des jeunes joueurs prometteurs, ou un ou deux role-players avec un rendement correct. Dans l'optique de dégraisser la masse salariale pour continuer la reconstruction. Donc, pour moi, la présence ou non de Carmelo Anthony, elle n'aura que très très peu d'influence sur le rendement des Knicks la saison prochaine. C'est terrible à dire, mais Carmelo Anthony, en termes d'impact, n'est absolument plus une superstar de la ligue. C'est un joueur qui a l'impact d'un titulaire. Ni plus, ni moins, avec des gros moins dans les qualités défensives, des plus dans les qualités offensives, et vous avez au final beaucoup de plus, beaucoup de moins, et vous avez quelque chose finalement au global de moyen. Donc si vous remplacez un joueur d'impact moyen par un autre joueur d'impact moyen, ou un ou deux joueurs d'impact moyen, et bien le rendement des Knicks, il est le même. Donc le succès des Knicks la saison prochaine, c'est pas autour de Carmelo Anthony que ça va se décider, c'est pas lui le déterminant. Le déterminant, c'est l'impact de Nilikina, l'impact de Hardaway Jr. et est-ce que Porzingis va enfin commencer à franchir un palier par rapport à ses deux premières saisons. D'une manière générale, les Knicks ont une très très belle ossature de jeunes joueurs avec Nilikina, Hardaway Jr., Hernan Gomez, Porzingis, pourquoi pas que Kuzminskas. Ce noyau dur-là est vraiment intéressant. Greffé à ça, un ou deux vétérans intéressants. Et vous avez une équipe des Knicks qui peut retrouver les chemins de la gloire. Eh bien, pourquoi pas dès 2018-2019 ou d'ici 2 ans. Donc, eh bien, il y a des raisons d'espérer
du côté des Knicks, du côté des fans des Knicks. Et la saison 2017-2018 peut vraiment être une saison intéressante. Du côté de New York, on suivra ça de très près. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.